Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission à retrouver en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un rebond qui se poursuit, notamment pour les indices européens, après une fin de semaine dernière qui a été plutôt constructive sur les marchés. Depuis l'annonce par la Banque Centrale Européenne d'une hausse de taux de 75 points de base jeudi dernier, on voit notamment le secteur financier au sens large et le secteur bancaire en particulier en Europe qui est au rebond et qui tire les indices. Le schéma se reproduit également aujourd'hui avec un CAC 40 et des indices en Europe qui progressent de plus de 1% à mi-séance. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen, bien sûr. Il faut noter également sur le front géopolitique, sujet majeur pour la crise énergétique en Europe, cette contre-offensive ukrainienne qui est constatée depuis quelques jours maintenant face à l'armée russe. Difficile de savoir si c'est un point de bascule important pour des investisseurs qui ne sont pas tous experts de la chose militaire, mais néanmoins, c'est quand même sans doute quelque chose qui est surveillé de près aujourd'hui par les marchés, notamment pour la partie européenne. Le plan de trading à suivre dans un instant, évidemment, les enjeux techniques de cette semaine. Romain Dobry sera avec nous en plateau, les équipes de Bourse Direct avec nous chaque lundi à 12h30. Et puis Thomas Kosterg également pour parler de la situation américaine à la veille de la publication d'un chiffre d'inflation qui sera important. Ce sera la dernière marque d'inflation aux États-Unis avant la décision prochaine de la Banque Centrale américaine qui se réunira les 20 et 21 septembre. On attend d'un mois sur l'autre une légère décélération de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'août. Qu'est-ce qui drive aujourd'hui la décélération d'une partie de l'inflation américaine? Question qu'on posera donc à Thomas Kosterg qui sera avec nous en visioconférence dans quelques minutes, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés à mi-séance en cette première séance de la semaine. Alix Nguyen est avec nous, évidemment. Alix, c'est un début de semaine dans le sillage de ce qu'on a connu en fin de semaine dernière, c'est-à-dire une tendance nettement à la hausse pour le CAC. Oui, après 4 séances d'affilée terminées dans le vert, la Bourse de Paris poursuit sur sa lancée. Le marché se prépare à la publication demain des chiffres de l'inflation du mois dernier aux États-Unis. Il s'agira du dernier rapport avant la réunion du comité de politique monétaire de la Fed les 20 et 21 septembre. Bon, il faut noter effectivement ce regain d'intérêt pour les actifs européens depuis quelques jours. Oui, avec pour premier signe le prix du mégawattheure de gaz naturel en Europe sur le marché de référence. Il est repassé sous les 200 €. On est loin du pic à 342 € en séance fin août. Et puis autre signe, l'euro se renforce fortement face au dollar. Il se trouve à son plus haut depuis près d'un mois. Et puis du côté des valeurs qui font l'actualité aujourd'hui, il faut constater la chute d'Orpea. C'est une nouvelle dégringolade pour le titre. Il dévisse jusqu'à plus de 20%, soit un plus bas depuis 2005, sous l'effet d'une annonce du groupe ce matin selon laquelle, au second semestre, sa performance financière devrait continuer à se détériorer du fait du potentiel impact de la flambée des coûts énergétiques. Et puis parmi les secteurs forts, ou en tout cas qui se renforcent depuis quelques jours maintenant, le secteur bancaire est toujours à l'honneur en ce début de semaine en Europe. Et déjà, valeur forte en fin de semaine dernière, elle continue de caracoler en tête des indices. À Paris, Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole sont en hausse. On remarque aussi que les valeurs automobiles et industrielles représentent un certain attrait à la mi-journée. Renault et Saint-Gobain montent. Et puis sur le front des matières premières, le baril de Brent gagne du terrain. Total Energy en profite, Vallourec aussi. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. Les enjeux techniques de la semaine. Chaque lundi à 12h30, nous retrouvons Romain Dobry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct pour le plan de trading avec Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire, merci. Qu'est-ce que cette situation de marché vous inspire? L'idée d'une petite reprise de risque peut-être de la part des investisseurs, notamment vis-à-vis de l'Europe depuis quelques jours maintenant?
Une bonne nouvelle, effectivement, parce qu'on réagit et on rebondit et on préserve des niveaux de support importants, des niveaux d'alerte. Et on confirme qu'on avait bien construit quelque chose en juin et juillet dernier. Maintenant, on remonte avec un intérêt qui est mitigé et le schéma d'un grand trading range pour les semaines à venir se confirme probablement. Mais c'est un peu le mieux de ce qu'on peut espérer dans ce contexte de manque de visibilité. Donc, des éléments plutôt intéressants. Du côté des marchés dérivés, on entame une semaine d'échéance. Donc une semaine qui va être technique. On constate sur le CAC 40 bien que la pression baissière avait diminué les 5 et 6 septembre au cours des mouvements de baisse, moins de pression baissière. 11 000 contrats futurs clôturés, ça fait un peu plus de 4% de la position ouverte qui a diminué. Donc avant la réunion de la Banque Centrale Européenne. Et puis, soutien dans la hausse de vendredi, significatif, puisque c'est en une journée 12 000 contrats ouverts. Donc, c'est de l'intérêt. Le marché monte et des contrats sont ouverts. C'est signe de soutien, signe d'intérêt acheteur. Et voilà, on est obligé de créer des contrats pour équilibrer les indices. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Là, la lecture va être plus difficile dans le courant de la semaine, puisque c'est une semaine d'échéance. Donc, le mouvement technique fait que des contrats sont créés ou détruits pour des raisons techniques et pour arbitrer et équilibrer les positions d'ici vendredi. Ce sera plus difficile à lire, mais le message est plutôt positif. Sur l'Eurostock, c'est un peu différent. Pas de baisse de pression baissière. Donc, c'est-à-dire que les vendeurs n'ont pas capitulé, n'ont pas pris de bénéfices. En revanche, du soutien depuis 3490 points sur l'Eurostock. Ça, c'est intéressant. 3,65% de hausse de la position ouverte dans un marché haussier. En revanche, au-delà de 3512, donc vous voyez que la fourchette est étroite, la pression, pas de soutien. Et vendredi dernier, alors que le marché a bien progressé, et l'Eurostoxx a bien progressé, le nombre de contrats futurs a diminué, 0,92% de destruction de contrats. C'est là où je dis que c'est mitigé. On monte, il y a des questions techniques. L'Eurostoxx était plus fort, la position verte n'avait pas diminué. Donc, deux lectures un peu différentes qui reviennent un peu au même schéma, mitigé, mais des niveaux de support défendus pour l'instant. Donc, on n'attend pas des hausses très fortes. On a déjà des niveaux de résistance intermédiaire importants. Des opérateurs qui sont moins couverts, alors qu'on n'a pas beaucoup progressé. Et surtout, une position verte qui reste très faible. Donc, un marché qui est un peu livré à la spéculation pour l'instant, mais des schémas techniques qui se respectent, qui sont très bien respectés, qui permettent d'avoir une lecture plutôt positive. L'Eurostoxx, qui est quand même l'indice qui reflète aussi la perception que les investisseurs ont vis-à-vis de l'Europe ou de la zone euro en tant que telle. C'est un indice qui est quand même beaucoup plus traité, il faut le dire, dans le monde des investisseurs globaux qu'un indice comme le CAC 40, par exemple, j'imagine. 10 fois plus. 10 fois plus. Pour les marchés dérivés, en tout cas. Donc, il y a de l'intérêt sur des régions ou sur des indices spécifiques, régionaux, on va dire, en zone euro, peut-être, sur le CAC 40. Mais au global, effectivement, la perception de l'Europe reste quand même prudente, j'imagine, quand on regarde exactement, prudente dans l'immédiat. L'intérêt pour l'Eurostoxx. Et voilà, un intérêt qui mitigé, avec des volumes qui sont mitigés. Les volumes sont par exemple plus importants dans le rebond sur les indices américains qu'ils ne le sont sur les indices européens, clairement. Partons effectivement de la situation américaine. Si on prend comme référence le S&P 500, on a effectivement cette semaine de hausse qui vient marquer une rupture de tendance par rapport à ce qu'on avait pu observer précédemment. Mais exactement, un gap de rupture avec la dynamique baissière. On a rebondi sur notre cible située au-delà de 3900 points. C'est un graphique journalier que vous avez sous les yeux. On rebondit sur le bas du canal haussier qui avait commencé à être construit au mois de juin dernier, donc les cibles ne sont pas oubliées, et on reste bloqué pour l'instant entre les deux grands gaps, celui du 13 juin et celui du 22 août. Ça donne des bornes vraiment intéressantes et solides, donc un grand trading range. On l'entame, on commence à travailler autour de la médiane que j'ai fixée à 4058 sur le S&P 500. On aura un biais plus ou moins positif selon qu'on va s'articuler au-dessus ou en deçà de cette médiane. Il y a peut-être des choses à consolider, mais ce gap de la semaine dernière, des volumes un peu solides, le respect du canal haussier, ça va plutôt dans le sens de bonnes nouvelles à court terme. On ne s'emballe pas dans un marché qui est quand même assez lourd et dans lequel on n'a pas de structure de retournement forte. Bon, et puis on note du côté de la volatilité du marché américain, en l'occurrence, à travers la mesure du VIX. Là aussi, une détente de la volatilité. On a beaucoup de volatilité, on a même peut-être plus de volatilité sur les marchés obligataires aujourd'hui que sur les marchés actions. Oui, et pourtant la volatilité reste tendue sur les marchés actions. On reste en zone d'alerte au-delà de 21,50. Il y a pas mal d'éléments intéressants à surveiller sur le VIX en ce moment, parce que déjà le VIX confirme que le marché est hyper technique. Il a rebondi sur l'oblique, la ligne de tendance haussière de moyen terme, qui est active depuis novembre dernier. Encore une fois, quatrième fois, il a tenté de passer en dessous. Il y a ce gap qui n'est toujours pas comblé, mais on s'en approche. Donc le comblement du gap pourrait être la cible du mouvement haussier.
On rappelle que si le marché se détend, les marchés montent, le VIX se détend lui et baisse. Et donc pour aller combler ce gap, on sait que 100% des gaps sont comblés sur le VIX. Ce serait cohérent avec les cibles qu'on peut avoir à la hausse sur le S&P 500 par exemple. Tout à fait. Donc de se dire qu'on est allé combler le gap, ça pourrait être un signal de prise de bénéfice, de réduction de son exposition. Alors, au moins pour partie, c'est un schéma qu'on va surveiller. Donc, et un indice qui est pour l'instant hyper technique, mais qui reste en zone d'alerte. Donc signe de prudence de la part des opérateurs. Tant qu'on a cette méfiance et cette prudence, on a un schéma de risque qui est quand même limité, même si le niveau de couverture a baissé de façon significative sur les indices américains actuellement. Bon, que dire de la situation en Europe? On parlait de l'Eurostoxx 50 tout à l'heure sur le plan technique. On voit là aussi effectivement cette semaine de reprise. Alors ça s'est joué sur 2 séances très concentrées, un jeudi, vendredi dernier, mais qui ont permis effectivement de casser la tendance hebdomadaire de baisse qu'on avait derrière nous. Mais oui, après 2 séances qui étaient intéressantes, on avait une forme de mini capitulation sur quelques valeurs en 2-3 jours. On a vu des valeurs comme Ubisoft, comme Atos, comme Chargeur, qui ont baissé de 15% pour des raisons toutes différentes les unes des autres. Mais cette espèce de purge sur les titres, dont on sent que les opérateurs ont espéré y trouver des recoveries et puis ont lâché. Et ça s'est traduit effectivement sur les indices. On voit ces 2 grandes mèches des 2 dernières semaines. Là, c'est un graphique en hebdomadaire avec la bougie du jour, donc le début de semaine qui est en hausse. Pas de gap, mais un marché qui ouvre au-delà de 3598. Ça pourrait être la médiane du range, ce niveau-là. Et une réaction sur la zone d'accumulation qu'on avait bien identifiée au-delà de 3438, 473. L'indice était allé plus bas. Là, ça n'est pas le cas. On voit ces mèches basses qui indiquent que quand on est en bas, ça paye relativement vite. Et les acheteurs reprennent la main au final. Maintenant, on n'a pas de structure pour l'instant qui laisse à penser que le marché va monter fort. Les volumes sont mitigés. Mais ça peut venir, ça peut s'étoffer par la suite. Pour l'instant, c'est trading range. Et le grand gap, pareil, donc situé aux alentours de 3730, sera la cible. On va pouvoir faire des allers-retours à l'intérieur de cette zone, encore une fois, sans être trop haussier et ni les yeux trop rivés vers l'objectif. Il va falloir arbitrer à l'intérieur probablement. Oui, quand on voit la situation alors pour le CAC 40 à travers le futur CAC, Romain, on voit qu'on n'est pas loin de revenir à quelque chose de plus neutre après la vague de baisse qu'on a connue depuis mi-août. C'est ça, on aurait voulu préserver 6315 points, on est repassé en dessous, on a accéléré fort, et on est allé chercher cette zone d'accumulation. Maintenant, elles sont identifiées, c'est au-delà de 6036, il ne faut vraiment pas repasser en dessous. On est ressorti du canal baissier, qui était le canal actif depuis le début de l'année. On a accéléré un peu, avec des volumes qui sont de l'ordre de 3 milliards sur l'indice parisien, c'est quand même pas très fort, mais avec un peu d'intérêt sur le futur CAC 40, la spéculation suit. Maintenant, on a ce premier niveau de résistance, 6315, on voit qu'on ne se précipite pas dessus ce matin, on est un petit peu en dessous, et il va falloir se réinstaller. Donc, préserver 6134, c'est fondamental à court terme. 6036, ce serait vraiment pas bon de retourner en dessous maintenant. Avant, on avait le droit, c'était une séquence baissière, on pouvait aller faire un petit touchdown et puis repartir. La retourner en dessous, ce serait un très mauvais signe. L'alerte de long terme, elle est plus lointaine. C'est un contre-pied délétère exactement. Pour beaucoup d'investisseurs. Non, mais bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est qu'au-delà de la petite construction qu'on est en train de former, ce serait vraiment invalider ce moment-là. Donc, on rehausse nos niveaux d'alerte. On a des objectifs qui sont très modestes. 6315, 6485, le haut du gap. Et là, on pourrait envisager une hausse de moyen terme. Je pense qu'on n'en est vraiment pas là pour l'instant, compte tenu de l'absence de visibilité. Pourquoi est-ce que Chargeur, Ubisoft, Atos, là vous avez cité ces 3 dossiers alors qu'on a connu sur quelques heures des baisses majeures la semaine dernière de 10-15%. Pourquoi est-ce qu'il y a peut-être l'idée de quelques signaux faibles ici et là, d'intérêt spécifique des investisseurs, Romain? Mais parce que des mouvements de purge, pareil, assez violents, alors que l'indice tient. Qu'on constate que les indices n'arrivent pas à baisser, qu'on n'a pas eu cette capitulation qu'on attendait pendant un certain temps sur les indices, eh bien peut-être que cette petite capitulation peut ouvrir la voie à un petit mouvement haussier. Et on voit que la plupart, 2 sur 3, ont déjà comblé une bonne partie de leur baisse des jours précédents. Donc de l'intérêt, peut-être qui se manifeste, un intérêt spéculatif. Mais de l'intérêt sur des valeurs spécifiques, sur c'est ce que je comprends. Exactement, sur des valeurs spécifiques, sur des dossiers, la logique indicielle va être plus compliquée, mais on voit que sur des dossiers, il y a des choses à faire. Alors, il n'y a pas de figure de retournement sur ces valeurs-là, mais à titre spéculatif, des rebonds de 7-8%, 10%, voire même un peu plus. C'est pas le cas pour Ubisoft, qui a le plus de mal, mais Chargeur et Atos ont déjà pas mal réagi. Et puis on a des titres qui confirment l'intérêt pour le moyen et long terme. On a des titres comme Ruby, Worldline, Amundi, sur lequel nous on est entré ce matin, ou Forestia qui a fait aussi une forme de capitulation en début de semaine. Les équipementiers automobiles, c'était une semaine compliquée pour eux. Un début de semaine, la fin de semaine est positive, et on est au-dessus des niveaux de baisse de la semaine dernière. Donc Forestia, ce contre-pied,
on sort les opérateurs. Ouais, Pour être transparent, on en a fait partie. On a une stratégie qui veut qu'on ait des stops, donc on fixe des niveaux de stop, on sort et quitte à rentrer assez rapidement sur la position, mais on ne se laisse pas embarquer pendant des semaines sur des positions. Ça a été notre cas sur Forestia. Maintenant, on est en train de regarder pour rentrer à nouveau parce qu'elle est en train de sortir peut-être d'une structure en biseau et donc de donner des signaux d'intérêt pour la suite. On voit que ça ne se dément pas ce matin. Donc ça fait partie des titres qui confirment pour l'instant. On a des titres qu'on surveille, sur lesquels on rentre de façon plus prudente. Eurofins, Saint-Gobain, qui réagit sur des niveaux de support de très long terme, qui était quand même une valeur très des grosses valeurs là, très forte. Effectivement. Trigano aussi, qui a baissé de plus de 56% par rapport à ses points hauts. Elle n'a pas donné de structure de retournement haussière, mais on voit qu'elle paye aujourd'hui, qu'il y a un gap haussier. Et sur le titre, peut-être un gap de rupture. Il va falloir consolider ces figures-là, mais des zones d'accumulation pour les investisseurs de long terme, ça commence à être le cas. Et il y a un tel déni de l'Europe que... Défiance de l'Europe, désaffection de l'univers d'investissement européen. De Richebourg aussi, sur les niveaux de support de long terme. Et elle réagit. Et puis on a des valeurs comme Unibail, c'est peut-être un peu des dossiers plus compliqués, mais ça indique qu'on entre sur des niveaux d'accumulation de long terme, donc sans figure de retournement très forte, mais des niveaux d'intérêt. Puis il y a des secteurs qui restent forts comme le luxe, on voit qu'on n'a pas voulu le vendre. Puis individuellement des titres comme SPI qui restent, je le prends parmi d'autres, mais qui restent en haut de marché et donc, pour lesquels l'intérêt ne se dément pas. Donc cet ensemble-là peut permettre au marché d'au moins stabiliser pour les indices et de trouver des points d'intérêt et donc en faisant du stock picking de faire des choses intéressantes dans un marché qui est compliqué. Rapidement pour conclure, Romain, le dollar, l'indice dollar semble se détendre. On a un vrai signal d'arrêt. Déjà on est allé chercher une cible. Coup d'arrêt, on avait fixé ce niveau cible. On ne va pas chercher le haut du canal haussier pour l'instant, en tout cas dans l'immédiat. Et on a rebaissé la semaine dernière avec du volume. Donc les niveaux sont là, 107,95, 110,85. Il n'y a pas de figure de retournement pour l'instant à proprement parler, mais au moins l'idée qu'on a peut-être atteint des niveaux, peut-être un niveau d'équilibre. 0,9910, on l'avait dit, sur l'euro était un niveau de support majeur. On réagit au-delà. On a des niveaux de résistance importants à passer, 1,0220, 1,04 notamment. Et puis après, c'est un 0,520 et un 0,710 pour retourner la tendance. Donc on est très loin, mais au moins un coup d'arrêt marqué et avec des volumes pour accompagner cette baisse. Donc le signal on a peut-être vu la fin d'un mouvement, en tout cas, au moins à court terme. Ouais. Un mot également alors du secteur des biotech aux États-Unis, alors qu'un secteur qui a connu une grande baisse depuis l'automne 2021. C'était ça, le pic du Nasdaq américain, c'était, il faut s'en souvenir, novembre 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et donc depuis, voilà, le compartiment des biotech, un des compartiments peut-être les plus risqués au sein du Nasdaq, a connu une baisse substantielle jusqu'au mois de juin. Est-ce qu'on est en train de voir les choses se retourner de ce point de vue-là ? Ça devient un indice fort, en tout cas. L'indice Nasdaq Biotech NBI, ça devient un indice fort. On a une structure d'épaule-tête-épaule inversée possible, avec un déclenchement qui n'est pas instantané, qui serait plutôt dans l'automne, mais ça peut aller vite avec les biotech. C'est intéressant parce que c'est une marque d'intérêt pour le marché des biotech. Ça veut dire qu'il y a du cash, que les opérateurs réagissent. Et surtout, on est remonté dans cette épaule, qui peut être l'épaule, avec des volumes qui sont très significatifs. On a débordé la ligne de tendance baissière. On construit quelque chose, c'est à surveiller. On a un ratio risque-rendement qui est vraiment intéressant. Donc, quelque chose à faire de ce côté-là aussi, quand on cherche de l'intérêt dans le marché. Merci beaucoup, Romain. Romain Daubry, qui sera avec nous donc vendredi à 17h, je le rappelle, 3e vendredi du mois, échéance mensuelle et même trimestrielle pour différents produits dérivés, options et futurs sur indices, et y compris les indices européens. Et donc, vous serez avec nous à 17h ce vendredi pour les retrouvailles des 3 sorciers en ce début de saison 3 de Smart Bourse. Romain Daubry avec nous chaque lundi, évidemment, à 12h30 pour le plan de trading avec Bourse Direct. C'est le chiffre macro que tout le monde attend cette semaine, sera publié demain, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, le CPI. Nous en parlons avec Thomas Koster, économiste senior US de Pictet Wealth Management, en visio avec nous depuis Genève. Bonjour et bienvenue Thomas. Tout le monde va regarder ce rapport d'inflation aux États-Unis pour le mois d'août et on va regarder spécifiquement même la dynamique du CPI d'un mois sur l'autre. Visiblement, les économistes estiment qu'on pourrait avoir un chiffre légèrement négatif d'un mois sur l'autre pour l'inflation globale aux États-Unis. Thomas ? Tout à fait. Donc le consensus d'après Bloomberg, c'est un recul de 0,1% en glissement mensuel pour un rythme annuel qui se placerait donc à 8%. Donc on était à 8,5%
au mois de juillet, on descendrait à 8% en rythme annuel. Donc ça serait le deuxième mois un peu de décélération des prix aux États-Unis, puisque le pic donc d'inflation serait donc au mois de juin. Deux raisons pour expliquer ce potentiel recul de l'inflation. Premièrement, on a moins de goulets d'étranglement dans l'économie américaine, à la fois dans les services et aussi dans les biens. Alors dans les services, on va regarder le prix des hôtels, le prix des transports qui devraient continuer à baisser. Et dans les biens, on voit que les chaînes d'approvisionnement sont en train d'être beaucoup plus fluides qu'auparavant. Donc on devrait aussi avoir moins de pression inflationniste dans ce secteur-là. La deuxième chose, c'est évidemment le prix des matières premières au niveau mondial et aussi au niveau américain qui continue de baisser. Donc l'emblème ici, c'est le prix de l'essence, gasoline. On était à plus de 5 $ le gallon il y a quelques semaines. Maintenant, on est clairement en dessous des 4 $ le gallon. Donc, tout ça mis bout à bout, ça fait des pressions inflationnistes qui, quand même, commencent à s'estomper. Avec deux points peut-être à quand même mentionner. Il y a quand même une certaine interrogation sur les loyers. On sait que les loyers sont une part importante du panier CPI. Ça pourrait continuer d'être un facteur lié à l'inertie dans les loyers. Ça pourrait continuer à être potentiellement un facteur qui irait dans l'autre sens, plutôt un facteur de support de l'inflation. Mais mon dernier point, c'est sur les salaires. Et est-ce qu'il y a une boucle prix-salaire sur l'inflation aux États-Unis? Et je pense que ça, c'est la conclusion la plus importante. Il semblerait qu'il n'y ait pas de boucle prix-salaire aux États-Unis. D'ailleurs, les salaires eux-mêmes ont tendance à se tasser. C'est au final la bonne nouvelle qui fait que nous, on s'attend à ce que l'inflation continue de décélérer dans les prochains mois, surtout que les fameux goulets d'étranglement devraient continuer à s'estamper. Et encore une fois, les derniers signaux sur les matières premières mondiales, c'est aussi pour une tendance à la baisse. Qu'est-ce qui vous fait dire, Thomas, qu'effectivement, on est peut-être en train d'éviter ce risque d'une indexation, d'une boucle prix-salaire qui s'enclencherait aux États-Unis avec un marché du travail qui reste quand même extrêmement tendu, historiquement tendu, peut-être selon certaines mesures d'ailleurs? Tout à fait, le marché de l'emploi est très tendu, mais comme on l'a vu sur les derniers chiffres, en fait, on voit que il y a de plus en plus d'employés qui reviennent sur le marché du travail. Donc il y a un retour, même s'il est assez lent, il y a quand même un retour de l'immigration. Il y a aussi les personnes qui étaient potentiellement malades du Covid qui reviennent. Peut-être les gens qui avaient un matelas d'épargne qui se mettent aussi maintenant à revenir sur le marché du travail, peut-être parce que ce matelas d'épargne est dépensé. Donc on a des pressions sur les salaires qui restent, quand on regarde les chiffres des salaires, ça reste très cantonné aux services. On ne voit pas, par exemple, dans le secteur manufacturier, d'envoler des salaires comme on peut le voir dans les services. Et même dans les services, on voit une certaine accalmie. Et pour revenir à l'inflation, encore une fois, on ne voit pas dans le secteur des services nécessairement alors même si les services évidemment montent puisqu'il y a une certaine inertie, mais on n'est pas au même niveau que les salaires. Donc pour l'instant, encore une fois, on ne voit pas de boucle prix-salaire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que le marché du travail est encore aussi résilient à ce stade? Est-ce qu'il faut s'en étonner, Thomas? J'ai encore en tête le dernier rapport mensuel sur l'emploi du mois d'août. On est toujours sur un rythme énorme de création d'emplois. Enfin, plus de 300 000. On est quand même dans statistiquement parlant, on est quand même sur des choses qui restent assez exceptionnelles. Après plus de 500 000 créations déjà au mois de juillet. Qu'est-ce qui explique pour vous cette résilience à ce stade du marché du travail américain? Oui, alors tout d'abord, c'est une surprise, puisque en effet, les modèles macroéconomiques sont un peu désorientés. Le modèle pour l'emploi, ce serait de mettre le glissement annuel, les gains de l'emploi en rythme annuel par rapport au PIB. Or, on se rend compte que le PIB, on est en récession technique depuis 2 trimestres. Or, l'emploi continue de se porter très bien. Donc, il y a une dichotomie totale, rarement vue, entre la croissance de l'emploi en glissement annuel et la croissance du PIB en glissement annuel. Il y a vraiment une vraie divergence là. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est le PIB qui va rebondir vers l'emploi ou est-ce que c'est l'emploi qui va finir par baisser vers le PIB. Moi, je suis plutôt de l'école que ce sera l'emploi qui va aller vers le PIB. Donc, on devrait avoir une détérioration du marché de l'emploi. Mais pour l'instant, il faut le dire, l'emploi est bien plus résilient qu'attendu, ce qui donc, en effet, a des conséquences sur la politique monétaire. Est-ce que ça, je ne sais pas, redonne un peu de chance et de probabilité à l'idée d'un soft landing, Thomas? Et d'ailleurs, il faudra rentrer un peu dans ce débat académique à un moment. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un scénario de soft landing et un scénario peut-être de récession ou d'atterrissage plus douloureux pour l'économie américaine? À partir
partir de quel niveau de taux de chômage est-ce qu'on pourra parler de soft landing ou est-ce qu'au contraire, on ne pourra plus parler de soft landing ? Oui, alors déjà, un fait sur les récessions, c'est qu'en général, les récessions ont lieu quand on est au plein emploi. C'est en général quand le taux de chômage est le plus faible que les récessions arrivent. D'ailleurs, pour une raison microéconomique assez simple, c'est-à-dire c'est que plus on embauche, en fait, les entreprises se mettent à embaucher, les marges commencent à diminuer et au même moment, le chiffre d'affaires se met lui aussi à diminuer. Donc en fait, quand on a une montée des coûts salariaux, coûts d'emprunt à un moment où le chiffre d'affaires commence à se tasser, au niveau microéconomique, c'est là où on a des difficultés et ça se traduit au niveau macroéconomique par une récession. Donc là on est sur un marché de l'emploi qui est tendu, très tendu, mais il y a aussi donc des coûts pour les entreprises. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a des effets retard et là on maîtrise peut-être pas tout. C'est vrai que si on regarde le marché de l'emploi à l'heure actuelle, il se porte très bien, mais il y a quand même un certain nombre de risques et un certain nombre de mécanismes qui sont en train de se mettre en place dans l'économie américaine qui sont des vraies menaces. Et moi je pense que la première menace, c'est le marché immobilier. Alors le marché immobilier, en effet, ça représente qu'une faible partie techniquement du PIB américain. On est autour de 5% de l'économie. Mais en fait, avec tous les effets d'entraînement dans l'économie, si le marché de l'emploi, le marché de l'immobilier commence à se gripper, on pourrait avoir plus de conséquences sur l'économie américaine. Mais voilà, ça prend plusieurs mois avant de se matérialiser. Et donc, on pourrait avoir donc des conséquences sur l'économie américaine dans les prochaines semaines, les prochains mois, liées à l'immobilier et liées au resserrement des conditions monétaires, tout simplement. Puisque les taux sont en train de monter, les taux hypothécaires sont en train de monter, il y a un resserrement des conditions monétaires et financières aux États-Unis. Justement, Thomas, et en tenant compte de ces effets d'inertie, notamment du décalage qu'il y a entre les hausses de taux de la Fed, le resserrement monétaire et le plein impact qu'on peut en attendre sur l'économie réelle, si la Fed considère que le scénario de soft landing est le Graal à atteindre, l'objectif suprême, est-ce qu'il est temps pour la Réserve fédérale américaine de revenir à un rythme de resserrement un peu plus doux? Après les hausses de taux de 75 points de base, est-ce qu'il serait temps, approprié, pour le prochain meeting, par exemple, de revenir à 50 ? Oui, là, il y a une vraie question sur est-ce que la Fed est analytique, liée à des modèles macroéconomiques, ou est-ce qu'elle est plutôt épidermique, c'est-à-dire liée à une fonction de réaction bien plus, disons, changeante et liée à la cosmétique du jour. On a un peu l'impression que la Fed surréagit aux chiffres du jour, y compris aux chiffres de l'inflation qui reste en glissement annuel trop élevé, au fameux chiffre de l'emploi, mais c'est un chiffre, on le sait, qui est ce qu'on appelle backward looking, c'est pas forward looking, c'est un indicateur retardé du cycle économique, l'emploi. Alors qu'on pourrait se poser la question que, étant donné les perspectives qui quand même s'assombrissent, on pourrait se dire la Fed devrait plutôt baisser le rythme des augmentations de taux d'intérêt. Je pense qu'il y aura ce débat à la Réserve fédérale, mais si on écoute ce qu'a dit la Fed dans les derniers discours, il semble quand même qu'on va potentiellement vers une hausse de 75 points de base, même si il y aura ce débat avec 50 points de base. On pourrait avoir aussi un débat qui est tranché entre 50 et 75 points de base, potentiellement avec une Fed qui dit on fait 75 points de base, mais ensuite on va amoindrir les hausses de taux par la suite, puisque on arrive vers le taux neutre et il y a moins besoin d'augmenter aussi massivement les taux. Et encore une fois, étant donné les effets retard dans l'économie, il faudrait un peu se calmer sur les hausses de taux. Bon, on verra si on arrive peut-être au bout de la stratégie de front-loading, anticiper au maximum effectivement le budget de resserrement monétaire qu'on veut mettre sur l'économie américaine. Non pas que les hausses de taux s'arrêteront ensuite, mais elles pourront peut-être redescendre d'un cran en termes d'intensité. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg, avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management.